Merci. J'espère que l'histoire va être drôle. Je vais commencer par m'excuser. Je suis désolé si on vous impose ma tête sur le côté pendant l'ensemble de vos séances. Je n'y suis absolument pour rien. Je n'ai pas payé pour avoir ma tête sur le côté. Alors, j'ai l'heureux plaisir de diriger depuis quelques années, c'est-à-dire 2012, mais d'être quasiment né dans le laboratoire qui s'appelle le laboratoire de traitement de l'information médicale, qui est une UMR de l'INSERM, qui fait effectivement du traitement d'information. Alors, à la base, je vais vous raconter une histoire de menuisier, puisque ce que je suis, en plus d'être directeur de ce laboratoire, c'est chirurgien orthopédiste. Et donc, je mène ces deux activités en parallèle, et j'ai du coup la grande chance de réfléchir sur le traitement de l'information et ce qu'il peut apporter, mais surtout d'utiliser les produits de la recherche dans l'évaluation, puis dans la pratique clinique, donc de boucler la boucle, ce qui est relativement sympathique dans une carrière, et ce qui m'a permis aussi d'aller explorer la création d'entreprises, parce que, entre tout ça, je m'ennuyais un petit peu et je me suis dit, tiens, il y a des choses assez rigolotes à faire. Donc, dans le laboratoire, le cœur de notre projet et ce qu'on traite en permanence, c'est de l'information. Je vais un peu focaliser aujourd'hui sur ce qui est ma deuxième nature, c'est-à-dire la chirurgie orthopédique, où on a beaucoup fait de transferts, mais vous aurez aussi un exemple de transfert dans un autre domaine, à savoir celui de la réanimation et de l'utilisation de l'oxygène, non pas sous la forme marine, mais sous une forme plutôt concentrée et régulée par des systèmes robotisés. Et donc de cette information, on va extraire des connaissances à partir d'un certain nombre de données dont on est aujourd'hui abreuvé et qui sont caractérisées par leur complexité, leur hétérogénéité. Les données médicales, c'est des choses qui sont d'extrêmement faible qualité finalement au départ, et d'un volume qui est croissant. Et à l'inverse, on a des exigences en termes de niveau de performance qui sont importantes, puisque quand on fait soit de la radiothérapie, soit de la chirurgie, les décisions, il faut les prendre en temps réel, quasiment, et il faut les prendre sur la base de mesures qui sont souvent de l'ordre du millimètre et de l'ordre du degré dans le domaine qui est le mien, et également dans le domaine de la radiothérapie. Si on a servi un collimateur de radiothérapie sur des données à 5 mm près, on va rapidement tirer à côté de la cible. Donc on est contraint par une qualité à la fois dans le traitement de ce qu'on produit et donc dans l'évaluation de ce qu'on produit. Alors pendant longtemps, les laboratoires ont travaillé sur le cœur de cible qui est l'humain, et aujourd'hui on intègre dans ces informations spécifiques patients les informations du big data, c'est-à-dire tout ce qui vient des données populationnelles. Donc c'est un peu le grand cadre. Alors quand on a dit ça, c'est plein de gros mots, mais finalement l'objectif final, c'est de traiter un certain nombre de situations qui sont des situations caractérisées par leur nombre, que ce soit la dimension orthopédique, la dimension chirurgicale, la tumeur, les tumeurs de prostate qu'on traite par radiothérapie, enfin tous ces domaines qu'on va aborder dans le cadre de la vie du laboratoire et des axes de travail du laboratoire. Ils sont donc très nombreux, ils sont très variés parce qu'effectivement, traiter une fracture multifocale du tibia, comme vous la voyez ici, ou traiter une tumeur prostatique, ou régler des problèmes d'optimisation de prothèses de hanche, c'est des situations qui sont extrêmement variées, extrêmement nombreuses. Et parfois extrêmement complexes, parce que je vous avoue que ça, c'est pas toujours très simple à résoudre comme problème. Le cœur de cible de notre laboratoire, c'est donc que notre recherche, elle accède aux patients. C'est d'optimiser des traitements, et le gros mot qui est au-dessus du chapeau du laboratoire, c'est optimisation thérapeutique par intégration d'informations multimodales. Quand on a dit ça, on a à peu près tout et rien dit, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on peut résumer ça de façon concrète. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque projet de recherche qui soit lancé dans le laboratoire atteigne un jour le patient. Si pour atteindre le patient, il va falloir qu'on passe de l'idée au prototype, au produit, et le produit, il atteint généralement le patient via l'industriel, c'est rarement le laboratoire qui va aller commercialiser ses propres produits, c'est même jamais le laboratoire. Et donc, très clairement, dès le début de notre démarche, quand on a fondé ce laboratoire avec Christian Roux, qui était mon prédécesseur et professeur à Télécom Bretagne, on a d'emblée réfléchi à comment on allait pouvoir devenir riche avec nos idées. Ce qui est absolument le contraire de pourquoi on a fait des études. Quand on fait des études de médecine, c'est pour sauver le monde, c'est bien évidemment pas pour s'enrichir. Et donc c'est un raccourci qui est le raccourci que souvent les gens de notre communauté qui ne connaissent pas à la fois la difficulté qu'il y a à passer ce petit pont entre l'idée et le produit, et puis éventuellement enrichir ceux qui ont envie de s'enrichir, il y a un travail qui est juste fantastique, qui est juste énorme. Et que les gens qui pensent qu'on s'enrichit en créant des startups sont des gens qui n'en ont jamais créé.
Et on connaît plus souvent cette phase-là du budget d'une entreprise. Quand on est fondateur d'une spin-off, si j'ai tous ces cheveux blancs, c'est à cause de cette courbe-là, bien évidemment. Et puis cette seconde courbe, qui est la courbe de croissance et de maturité, elle vient un petit peu après, quand on a épuisé les fonds publics qu'on a eus, et puis qu'on commence à vendre des produits. Mais ça, c'est plusieurs années après. Et il y a de très beaux exemples qui nous ont été donnés ce matin par dans les deux sociétés qui travaillent sur le domaine de la mer et de la santé, qui, eux, ils ont des cheveux blancs, mais le problème, c'est qu'une fois que ça marche, les cheveux ne reviennent pas. Et le plus souvent, on est effectivement dans cette phase où on cherche dans le fond de ses poches comment on va faire vivre et comment on va amener nos idées aux patients, parce que c'est ça quand même le fond du problème. Alors pour amener ces idées aux patients, on a tout essayé, et c'est ça que je vais vous raconter. Et à partir de 2007, alors le laboratoire il remonte à 2001 sous la forme d'une unité INSERM, et on a, au début il a fallu faire ses preuves sur la recherche fondamentale, et à partir de 2007 on s'est dit on va aller explorer le nouveau monde, et on a passé le pont de l'Iroise que vous avez ici, c'est pas San Francisco, pour travailler dans des domaines de recherche partenariale. Et à travers des dizaines de projets de recherche partenariale, quasiment tous financés par l'ANR à cette époque-là, on a travaillé, vous voyez, ça c'est des premiers travaux en 2002 sur la caractérisation des centres articulaires. Ici la cheville, mais on a fait des travaux identiques sur le genou, sur la hanche. Et tout ça, ça a été les bases fondamentales qui ont été intégrées dans des produits ensuite commercialisés par nos partenaires. On a travaillé également sur la caractérisation morphologique des structures osseuses, c'est-à-dire la capacité qu'on avait en intra-opératoire, sans radio, sans scanner, à part des éléments de diagnostic, mais à reconstruire en 3D avec des techniques de morphing, c'est-à-dire de fusion entre des points acquis en temps réel et des modèles statistiques qui sont capables de se déformer, eh bien on est capable de reconstruire la forme des structures osseuses. Ces travaux-là, c'est des travaux fondamentaux qu'on a menés en amont et qui ont été la base de nombreux outils utilisés par les chirurgiens, alors qu'on a utilisé, que j'ai utilisé moi initialement dans des PHRC pour faire l'évaluation des produits de la recherche du laboratoire. C'était la première brique vers le patient, mais c'était déjà le patient dans le cadre de l'évaluation clinique. Et vous voyez qu'on a commercialisé avec un partenaire à l'époque qui était une petite start-up française qui aujourd'hui est devenue l'histoire classique, une société américaine. Un logiciel pour guider et pour aider, donc tout ça c'est de la chirurgie assistée par ordinateur, pour aider la réalisation d'ostéotomie tibiale supérieure, et vous verrez que ensuite en 2009 on a créé un enfant autour de ce concept-là, et ce sera la société Osthésis. On a travaillé au développement de logiciels pour optimiser la pose de prothèse totale de hanche, de la robotique également, donc on a fait à la fois du soft et du hardware, et on a travaillé aussi dans le cadre de l'évaluation de ces outils-là, parce qu'il a fallu aussi parfois développer un certain nombre d'outils spécifiques pour l'évaluation de la précision. Et l'industrie a été un partenaire et on a été aussi fournisseur de solutions d'évaluation, d'analyse 3D ou 4D, c'est-à-dire cinétique, où on a analysé par fluoroscopie le positionnement en 3D des prothèses qui étaient posées avec les logiciels de guidage, puisque au préalable, l'ensemble des systèmes d'évaluation qui étaient principalement basés sur la radiographie avaient une précision inférieure aux outils qu'on utilisait au bloc pour les évaluer. Cette recherche partenariale, on l'a faite dans le contexte franco-français avec Praxim pendant très longtemps. C'est une société basée à Grenoble, donc j'ai beaucoup pris l'avion Grenoble-Brest, mais ça a été, vous verrez, ça a permis d'enfanter un certain nombre de choses dans le futur. Puis on a travaillé aussi avec les plus grands groupes. On s'est dit finalement, si on veut toucher plus de gens, travaillons avec des multinationales de l'orthopédie. Donc on a travaillé avec DePuy, qui est une des branches de Johnson & Johnson, donc groupe que vous connaissez. À la fois au développement de logiciels, on a travaillé sur la navigation du positionnement et de l'optimisation de la rotule dans les prothèses de genoux, parce que quand on pose une prothèse de genou, aujourd'hui on s'intéresse principalement à la partie fémorale, à la partie tibiale, puis la rotule elle fait à peu près ce qu'elle veut entre les deux, donc on a essayé d'optimiser ça. Ça a été le premier outil au monde qui a été commercialisé. On a travaillé avec DePuy et Biosense, qui est une société à Haïfa, sur la localisation non plus par infrarouge qui pose un certain nombre de soucis, mais la localisation électromagnétique des structures osseuses pour guider à la pose de prothèses de hanches, de genoux et au suivi de fractures éventuellement. Alors ça a été une expérience intéressante, mais c'était l'expérience de la vie de collaboration avec les grands groupes internationaux. C'est-à-dire que quand on change le PDG, quand on change les actionnaires, les politiques changent et il est difficile de s'inscrire dans la durée. Il est difficile d'avoir des partenariats sur des projets qui durent plus de 5 ans en général. Donc j'ai tout connu à peu près à ce niveau-là. Donc on s'est dit, puisque les startups françaises elles sont rachetées et partent aux États-Unis, les startups, les multinationales
Elle travaille avec vous sur des périodes très ciblées, mais dans un laboratoire, on a besoin de s'inscrire dans la durée. Donc ce qu'on a travaillé dans le cadre en gros de la période 2007-2013, c'est à mettre en place un nouveau cadre de développement, c'est-à-dire des outils qui nous permettent de monter en puissance, qui nous permettent d'aller le plus loin possible dans la recherche, le plus loin possible dans la conceptualisation des produits. Et donc tout ça, ça repose sur la capacité à avoir des équipements lourds dans les structures de recherche. Et dans le cadre du contrat plan État-région, donc bien soutenu par effectivement les politiques régionales, on a investi dans un système EOS. On a eu le 5e système de radiographie, orthogonale, temps réel, en position debout, que vous connaissez peut-être, et qui permet de passer de radiographie conventionnelle à des modèles statistiques déformables et donc à une information 3D du patient obtenu en position debout. Et ces outils ont été utilisés pour valider pour l'industrie un certain nombre de dossiers de prothèses de genoux et d'analyser là encore la dynamique, mais avec des outils un peu plus performants que ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et vous verrez au passage, ça rappellera la jeunesse ID de santé. Derrière tout ça, il y avait le CRI de Bretagne qui nous soutenait et qui nous soutient toujours, c'est sa nouvelle version. Dans ce même contrat de plan État-région, projet État-région, on a investi dans un simulateur de genoux qui nous a permis de développer des choses totalement innovantes et qui sont toujours en cours de développement via de nouveaux projets de recherche financés par l'ANR, par les dispositifs Carnot, en particulier avec Télécom Bretagne. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, une prothèse de genou, c'est un truc tout idiot, c'est 2 bouts de métal et du plastique au milieu. Et l'idée, c'est d'intégrer maintenant et faire des prothèses connectées qui embarquent donc des capteurs piézoélectriques qui fournissent un signal. Ce signal, c'est à la fois une source d'énergie, c'est-à-dire que ce signal, cette information piézoélectrique, on peut la stocker et utiliser cette énergie pour alimenter ensuite des systèmes de télémétrie qui vont nous transférer à l'extérieur du patient les informations sur les courbes de pression à l'intérieur du genou. Et la génération d'après, c'est ça, donc ça a été l'objet de 2 thèses de sciences pour l'instant, c'est qu'ensuite on ait des actuateurs, c'est-à-dire des micro-robots dans les prothèses qui vont permettre d'améliorer, on va dire, ou d'optimiser le fonctionnement du genou après son implantation. Alors on ne fait pas que de l'orthopédie, on a aussi des gros partenariats avec les plus grands de l'industrie. Alors je dis c'est pas toujours efficace, mais ça marche bien. On a travaillé avec tous les gros de l'imagerie médicale, Variant, General Electric, Philips, et en radiothérapie. On utilise, et c'est assez rigolo, on utilise des Kinect, c'est-à-dire la caméra de Microsoft. On la branche sur le système pour faire de radiothérapie, pour faire le suivi de la surface du thorax. Et via des modèles statistiques un peu sophistiqués, on a corrélé le mouvement de la surface du thorax au mouvement de l'intérieur du thorax, via des modèles de simulation de Monte-Carlo qui tournent sur des grosses plateformes de calcul. Et on est capable, en traquant la surface du patient, de voir ce qui se passe à l'intérieur et ensuite d'asservir le collimateur de radiothérapie pour tirer toujours sur la tumeur. Une fois, j'ai déjà dépassé le temps, on a fait la moitié. Une fois qu'on a fait la preuve de notre capacité à transférer, on a eu la crédibilité pour rentrer dans les gros dispositifs nationaux, c'est les investissements d'avenir. Le premier important sur notre domaine, ça a été le LabEx CAMI. Le LabEx CAMI, c'est 7 millions d'euros d'aide, c'est un groupe aujourd'hui de 102 personnes au niveau national qui regroupe des très grosses universités sur la thématique chirurgie assistée par ordinateur. Dans les outils de recherche technologique, difficile de se passer aujourd'hui de ce qu'on appelle les instituts de recherche technologique. Il y en a un à Rennes, il y a un programme là aussi. Les chiffres sont juste phénoménaux, c'est sur 10 ans, 250 millions d'euros, et dedans on a 2 projets directement liés au laboratoire, qui sont l'un sur le traitement de l'information médicale, type base de données et sécurisation de ces bases, et l'autre sur la chirurgie assistée. On participe aussi à tout ce qui est la coordination nationale sur cette thématique-là. Donc vous voyez que d'un laboratoire où on a analysé en gros où se positionnait le centre cheville, on est passé en une dizaine d'années, on va dire, à une grosse locomotive nationale autour de la chirurgie assistée. Quel est l'avenir? Bien, l'avenir pour nous, il a commencé en 2014, c'est-à-dire l'année dernière, quand on a bâti sur le savoir-faire régional, parce que ce qu'on a fait en région, sur Brest, s'est développé aussi en région en partenariat. Et on a donc labellisé et vu labelliser le 20 juin 2014 une fédération hospitalo-universitaire qui s'appelle Texan, qui est un groupe de recherche qui rejoint donc les équipes rennaises et les équipes brestoises autour de 4 grands thèmes qui sont acquisition, traitement d'information, modélisation, développement de dispositifs médicaux, ça c'est la prothèse que je vous ai montrée tout à l'heure, l'assistance à la thérapie, c'est tout ce qui est le guidage du geste, et le domaine santé et mobilité qui est aussi quelque chose en croissance gigantesque. Cette fédération hospitalo-universitaire, donc, qui est issue de notre passé, elle a conduit
à notre éligibilité à l'appel d'offres RHU. L'appel d'offres RHU, c'est donc un appel d'offres financé par l'ANR. C'est des projets à hauteur de 33 millions d'euros, dans lesquels l'ANR en finance 10. Et on va faire 2 projets, enfin on espère, puisque on est en phase d'évaluation avec plutôt des indicateurs positifs ces derniers jours, on va dire, y compris hier soir, sur des prothèses cardiaques implantables et des prothèses orthopédiques implantables. Juste pour vous dire de ce petit laboratoire qui est né il y a quelques années, on a monté un consortium industriel avec dedans Thales, Sorin qui est le premier fabricant européen de pacemakers. Imascap, c'est une des startups dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Medicom, c'est une, non pas des startups du laboratoire, mais une des structures locales. Anybody Technology et Ansys, ce sont les leaders mondiaux de leur domaine, l'un dans les modèles par éléments finis et l'autre dans la simulation. Et le consortium académique, c'est 2 grands laboratoires, un institut d'électronique, les 2 CHU de la région Bretagne, en partenariat avec l'IHU Lyrique en cardiologie. Je vais m'arrêter pour dire que le bout de la boucle, c'est après 2017, eh bien, on va réunir l'ensemble de nos forces. Je vous ai parlé beaucoup de technosanté, mais aujourd'hui, il est clair que biologie et technosanté sont forcément 2 choses qu'on ne peut pas évoquer de façon séparée. Et donc, en 2017, on travaille dans le cadre du prochain contrat de plan la prochaine vague de labellisation de l'INSERM, en la création du Centre brestois de recherche en biologie et santé, donc le CBRBS, qui sera dans un bâtiment tout neuf qui s'appellera l'IBRBS, juste au bout, à la place des travaux qu'il y a actuellement, et qui va réunir ces 3 unités, le laboratoire de traitement de l'information médicale, l'UMR 1078 génétique génomique fonctionnelle, et le laboratoire d'immunologie, qui sont toutes des structures labellisées INSERM, et qui vont collaborer entre elles dans des projets transversaux. Alors en 2009, au cours de tout ce cheminement de structuration, on a plongé dans la création d'entreprises. Ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est les gens qui sont porteurs de ces projets. La première de ces entreprises, ce sera Ostésis, autour des implants navigués pour les ostéotomies. La deuxième, qui sera présentée par Jean Chaoui, ex-doctorant du laboratoire, ce sera Imascap sur la chirurgie augmentée de l'épaule. Il va vous montrer un très très beau parcours. Et puis une start-up plus récente, puisque les locaux ont été inaugurés cette semaine, ou ouverts cette semaine, c'est Oxinov France. C'est la branche française d'une société franco-canadienne dont le projet est porté par le professeur Erwan Ler, qui est ici présent, urgentiste réanimateur, et qui va vous raconter son histoire de création d'entreprise. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Merci. 2-3 questions, s'il y a des questions. Ce qui me rassure, c'est que Robocop n'a pas de cheveux non plus. Donc, l'avenir, même si on a les cheveux blancs parce qu'on a beaucoup de soucis, ou si on en a plus, c'est que ça ne sera pas indispensable. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Merci, Monsieur le Président. Manuel Cabanis. Ce panorama admirable, car vraiment très évolutif et en croissance, les poches ne sont pas vides, mais au contraire pleines d'espoir. La question est la suivante, celle de savoir quel est votre partenariat numérique dans une telle croissance, tout azimut et dans différents domaines. Avez-vous des relations cloud très spécifiques? Vous êtes à Rennes le berceau d'Orange et le berceau de beaucoup de technologies françaises numériques de communication. Vous avez forcément des gens privilégiés. Quelle est votre relation vis-à-vis de la communication, du stockage, des industries de communication, réseau, société notamment? Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le laboratoire est un laboratoire bitutelle entre l'Université de Bretagne occidentale et une école d'ingénieurs qui est sur le Technopole à côté, qui s'appelle Télécom Bretagne. Télécom Bretagne est issue de France Télécom, en fait. Hein. Et donc, il y a eu un moment entre séparation, pas de l'Église et de l'État, mais de l'industrie et de l'enseignement supérieur à un moment, et puis c'est devenu donc, Télécom Bretagne. Ça reste une école de télécommunications. Ce que je n'ai pas dit non plus, mais qui va répondre à votre question, c'est que dans le laboratoire, on a tout un axe de gens qui travaillent sur le cloud computing, sur la sécurité principalement et l'application au domaine de la médecine de la problématique de la sécurité. Un des vrais problèmes qu'on va voir apparaître à très court terme, enfin, ou qu'on voit apparaître, c'est l'externalisation des données de santé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a non seulement les gens qui les produisent et cette information circule,
Dans le projet RHU, on va fabriquer ou des pacemakers ou des prothèses de genoux dont on sait aujourd'hui que les données seront post-traitées à distance et il va y avoir une vraie circulation de ces informations de santé, au-delà de même la problématique de l'externalisation par les établissements de santé de la gestion de leurs données dans le cloud, qui va nécessiter effectivement de sécuriser tout ça. Donc on travaille beaucoup, on a un axe complet de gens qui ne font que travailler sur la cybersécurité en santé, ça c'est très clair. On a effectivement alors dans le cadre de l'IRT, Orange fait partie de l'IRT, donc avec qui on travaille sur. Après, dans le cadre de l'IRT, on travaille plus sur des applications, mais on a les connexions. Donc cette vie du numérique, on l'a, mais on l'a aussi et principalement colorée de sécurité, parce que c'est pour nous quand même quelque chose d'extrêmement important. On est orienté santé dans le laboratoire, donc on va traiter tous les problèmes de techno-santé et pas forcément travailler sur le fond du développement des réseaux. Ce n'est pas notre job. Il y a d'autres qui font ça très bien, avec qui on travaille, d'autres en partenariat quand il y en a besoin. Par contre, dès qu'il y a des problématiques qui vont toucher à la sécurité, aux données de santé, à leurs échanges, à leur normalisation, on va s'y intéresser. Une dernière question peut-être? Oui, rapidement, vous avez mentionné dans vos projets prothèse cardiaque implantable. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? En tant qu'orthopédiste, facilement, vous vous en doutez. Maintenant, en tant que rédacteur du projet RHU, oui, un petit peu, parce que j'ai passé pas mal de temps avec Philippe Mabot, qui est cardiologue à Rennes, à construire la partie cardiologique du projet RHU. Donc, de ce que j'en ai compris, l'idée c'est tout simplement qu'aujourd'hui le pacemaker il est implanté en sous-cutané, on va dire au niveau pectoral, que l'avenir est non plus à avoir un dispositif unique, mais plusieurs stimulateurs implantés dans les parois cardiaques, parois vasculaires. Donc en mini-invasif, et les dispositifs donc fabriqués par Sorin, c'est des petites capsules qui font quelques millimètres, qui sont mises dans les parois du cœur. Medtronic a aussi un savoir-faire là-dessus. Il y a Saint-Just, Medtronic en gros et Sorin. Sorin est en cours de développement, c'est pour ça qu'on va collaborer avec eux. Ça pose entre autres un certain nombre de problèmes de techniques chirurgicales et de complications sous forme non nulle de perforation cardiaque. Donc on met dans la paroi, donc c'est la vraie difficulté. Après, sur le plan technologique, ça pose des problèmes de synchronisation d'informations, puisque en fait l'idée c'est plutôt que d'avoir un dispositif, il y en aura plusieurs là où il y aura besoin soit d'inhiber, soit d'activer. Et ces dispositifs devront pouvoir communiquer entre eux pour s'auto-réguler et réguler la fonction cardiaque. Et le troisième point, c'est qu'ensuite ces informations sont externalisées, mais comme le font déjà quasiment tous les pacemakers aujourd'hui. Le pacemaker standard un peu moderne, ils envoient leurs informations à l'extérieur, ça part sur des bases, et puis il y a des gens qui font de la veille sur le fonctionnement. Donc l'idée c'est ça, c'est des pacemakers montés par voie endovasculaire, des petites capsules. Merci. Donc alors une dernière, parce qu'il faut qu'on rattrape, oui. J'appuie dessus, voilà. Quelle est la voie de transmission du signal que vous utilisez dans vos prothèses embarquées? C'est-à-dire de la pression, par exemple, dans ces prothèses. Oui. On veut mesurer la pression qui va se passer à l'intérieur. Oui, absolument. La transmission du signal, vous la faites comment? C'est du Bluetooth. Donc c'est une des versions, je ne sais plus laquelle exactement d'ailleurs, c'est plus du 1.0, mais c'est juste la transmission Bluetooth. Donc ce qu'on enregistre, c'est un signal, en fait une variation de signal électrique qui est stockée puis émise, et la transmission à l'extérieur, c'est du Bluetooth. Merci.